Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Parce que ce qui est difficile, c'est d'apprendre à décoder sa médiumnité. On va voir quelque chose, maintenant comment l'interpréter, c'est avec le temps qu'on se rend compte. L'expérience. Avec l'expérience. Ah oui, donc là, la dernière fois, j'ai vu tel objet, j'ai vu telle chose, donc du coup, ça signifie ceci, ça signifie cela. Et donc, avec le temps, on affine. Donc forcément, qu'il y a des moments où on cherche. Merci d'être avec nous, j'espère que vous allez bien et merci de votre fidélité encore une fois parce que vous êtes très nombreux à regarder et à commenter surtout les émissions. Quand je dis commenter, c'est toujours avec bienveillance, hein, c'est essentiel. Laura Grabowski est invitée sur les canapés, on va parler de sa médiumnité, mais surtout on va parler aussi de son parcours de vie, de sa singularité. Bonjour Laura. Bonjour. J'aime beaucoup, bienvenue d'abord. Merci. Merci d'être là, merci de parler de vous, merci de vous confier comme vous le faites et je remercie par votre intermédiaire tous ceux qui le font parce que c'est pour le coup, sortir sa zone de confort parfois, non? Complètement. Là, c'est la première fois. C'est vrai? Ah oui. Jamais eu d'interview avant? Jamais Alors, en off, avec une amie, un entraînement, c'est tout. Ok. Bon, vous allez voir, évidemment, tout va bien se passer parce que c'est une simple discussion que nous avons autour d'une tasse de thé et tout va bien. Alors, votre site internet, il a une originalité. Ah parce que le Laura, vous l'avez écrit en séparant le L de Aura. Oui. C'est évidemment vous. Oui, c'est mon prénom, oui. Mais j'ai enfin compris pourquoi je m'appelais comme ça, oui, en effet. On va parler de votre histoire et on va parler aussi de la manière dont aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la médiumnité vous tombe dessus? Pas du tout. Ou pas? Non. Non. C'est quelque chose que vous avez en vous depuis toute petite? Toujours, depuis toujours. Et que vous avez toujours accepté? Pas du tout. Au contraire, dans un refus total. Et j'irais jusqu'à dire même, avant de poser le mot médiumnité, il s'est passé tellement d'années sans savoir. Parce que vous dites qu'effectivement, pour vous, tout se traduit par systématiquement des peurs, des angoisses, en fait, la terreur. J'imagine qu'il y a plein de personnes, plein de médiums qui l'ont plus ou moins bien vécu, qui ont accepté, qui sont nés dans des familles où c'était ouvert, ce genre de dialogue, de discours et de pensée, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et oui, moi, ça a été la peur, les angoisses, et que ça, pendant des années, et une grande solitude. Il aura fallu attendre 19 ans 19 ans. Pour que les choses se décantent un petit peu. Et aussi, vous parlez de votre frère, et la présence de votre frère, votre petit frère. Oui, mon petit frère. Qui vous rassure. Oui. Sa simple présence a changé mon comportement, en fait. Parce que donc mes parents m'ont raconté, et je m'en souviens quand même, que les nuits, c'était affreux. Mais eux s'en souviennent encore mieux que moi. C'était les terreurs nocturnes que vous aviez? Terreurs nocturnes, cauchemars, toutes les nuits, tout le temps. Moi, ce que je sais, c'est que je me souviens vraiment, je n'avais pas envie d'aller me coucher. Parce que je savais qu'il allait se passer des choses la nuit. Et j'avais cette angoisse qui montait, je ne voulais pas aller me coucher. Et donc, mon petit frère, oui, j'ai réussi à dormir un peu mieux et surtout moins hurler la nuit quand il est arrivé. Est-ce que vous avez une explication d'ailleurs à ça? C'est juste le fait de sa présence qui a changé? Une présence, un accompagnement. Ouais. Après, c'est sûrement aussi lié à ce qu'il dégage lui aussi. Viens dans les événements, viens participer, viens faire l'expérience et après discute. C'est une expérience de dingue. Chaque être humain devrait vivre ce genre d'expérience. Je suis rincé parce qu'on connecte à pas mal de choses, mais ça peut se faire aussi en douceur. Et à son rythme, de respecter ses limites, de respecter vos propres croyances. J'étais très apaisée, enfin j'ai lâché à ma manière, mais en tout cas je me suis évadée. L'idée de nos événements, c'est vraiment la libération de tout ce que vous avez plus envie de traîner avec vous. J'ai l'impression qu'on m'a passé sur le corps avec un bulldozer. Applaudissements pour tout le monde. Voilà. C'est vraiment comme un nettoyage en fait. Vraiment. Comme tu le disais, tu repars,
neuf. Je me suis libérée de fardeaux, de choses que je pensais avoir résolues pourtant. Et j'ai entendu, c'est fini. Le travail commence dès lors que vous cliquez pour acheter votre ça. participation. En physique quantique, on sait très bien que dès lors, par exemple, tu souffles comme ça a un impact à l'autre bout de l'univers. Donc je dis rien de nouveau là. Je me suis sentie accoucher à nouveau de mes 2 filles. Elles étaient juste à côté de moi. Ok. Et quand je les ai vues arriver, je me suis dit oh là là, oh là là. Et Grégory, il a posé sa main. J'ai eu la sensation qu'il me faisait une péridurale. Une expérience mais unique. J'en tire que des bons souvenirs. On sait très bien que ces différents challenges de vie s'engramment dans nos cellules, dans nos corps énergétiques, parfois dans le corps de lumière. Donc l'idée, c'est d'aller nettoyer ça pour pouvoir libérer, en fait, faire de la place. Je me suis reconnectée à tellement de choses durant la journée. Je me suis reconnectée à mon cœur, je me suis reconnectée aux autres. J'ai été émue à différents moments de la journée. C'est une expérience qui peut que vous apporter. Il y a un bon encadrement. Comme je le dis souvent, la vie c'est un parcours, c'est un jeu. Fabien le dit souvent. Et la paix intérieure, c'est la clé d'accès au bonheur. Quand on se retrouve, quand on a une petite fille comme ça dans la maison, qui se met à hurler toutes les nuits, qui angoisse, qui somatise à l'idée d'aller se coucher le soir parce qu'elle va vivre cette médiumnité qu'elle ne comprend pas et qu'elle voilà. Les parents, vos parents à un moment donné, ne se posent pas suffisamment de questions pour se demander? Tout de suite, ce qu'ils se sont demandé, c'était mais qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle est malade? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Donc on a été plusieurs fois à l'hôpital, plusieurs fois passer des examens, 2 jours, 2 nuits, électroencéphalogramme. Il fallait savoir s'il y avait quelque chose sur le plan neurologique. Examen psychologique aussi. Des médecins, j'en ai vu. Évidemment, le constat était chaque toujours fois, le même. Tout va bien. Tout va bien. Oui, Votre fille va bien. Bien sûr. Bien sûr. Bon. L'adolescence se passe comment? Affreux. Affreux. C'est déjà une période pas facile pour n'importe quel ado. On est bousculé, il y a les hormones, toutes les émotions qui montent. Et alors, plus la médiumité. Les hormones et la médiumité, c'est quelque chose. Donc, à l'adolescence, c'est toutes les grossesses. À chaque fois, on est brassé. Ça prend une ampleur. C'est impressionnant. Essayez de nous décrire, parce que pour ceux qui ne vivent pas ou qui n'ont pas vécu les mêmes choses que vous, ces fameuses terreurs nocturnes, ces médiumnités, d'abord, ça n'intervient que la nuit? Non. Dans la journée, il se passe plein de choses. Donc, moi, ce qui m'arrivait, c'était de croiser des défunts. En fonction de l'âge, je les voyais parfois comme une ombre, parfois c'était plus net, parfois c'était plus des ressentis dans le corps, c'était plutôt physique. Donc tout ça, ça évolue dans le temps. Et tout ça, ça terrorise, ça fait peur. En plus, on ne pose pas de mots dessus. Et qu'est-ce qui se passe la nuit? Tout ce qu'on n'a pas vu, en tout cas pour moi ça s'est passé comme ça, tout ce que je n'ai pas voulu regarder dans la journée revient la nuit. Et là revient encore plus fort avec des paroles, des sons et on se réveille, on ne se souvient pas de tout en plus. Mais c'est que du cauchemar. Film d'horreur. Alors jusqu'à 19 ans, ça fait quand même 19 ans. 19 ans. Qui sont quand même particulièrement difficiles. Vous arrivez à suivre un cursus scolaire classique? Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait. Les années sont passées, j'ai réussi à rester à l'école, oui, mais... Ça ne s'est pas ressenti dans vos relations avec les autres, dans vos notes, dans les comportements? Si, mes cours, je les avais qu'à moitié, parce qu'après, la journée, je tombais de fatigue. Mais donc, je dormais. J'ai eu des profs exceptionnels qui ne m'ont pas trop embêtée. Mais c'est vrai que... Et surtout en fin de parcours, au lycée, c'est... Et en 19 ans, personne... Mais personne. Non, mais personne ne dit à vos parents, vous savez, peut-être qu'elle a de la médiumnité. Mais non. Personne. C'est ça qui est fou. Incroyable. À croire que c'était mon chemin et que ça devait se passer comme ça. Mais même mes parents n'y pensent pas. Personne pense à ça. Et en 19 ans, vous n'avez pas la possibilité d'apporter suffisamment, entre guillemets, de preuves
à vos parents en lui disant tiens, j'ai vu telle personne, j'ai rencontré ça, j'ai perçu ça, non, qui aurait pu leur parler, on leur dit. Et honnêtement, pour leur défense, c'est ça aussi, c'est que j'ai mis un temps fou avant d'en parler. Le dire, ça a été dire ce que je voyais. Pour moi, j'étais folle, j'étais pas normale, j'étais différente, j'étais tout ce qu'on veut, sauf la norme. Donc, j'avais peur de parler, peur de le dire. En plus, je n'entendais personne parler de ça autour de moi, donc forcément, je me disais, c'est moi le problème. Toujours. Première clé que vous pourriez suggérer à des parents qui se retrouvent face à des enfants comme ça, et qui ont... Alors, le discernement dans ce genre de situation est difficile quand même. Très. Voilà. Est-ce qu'il fait le bazar et que... et il a plus envie de faire la Java la nuit, ou est-ce que véritablement il a ces terreurs nocturnes au travers d'une médiumnité qui essaie de s'affirmer? Je pense que il y a une notion d'intensité. Et puis, en dialoguant avec l'enfant, en essayant d'abord d'aller chercher quelles sont ses angoisses dans cette vie bien matérielle. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient le perturber? Et une fois qu'on a vraiment balayé tout ce qui peut se voir, d'ailleurs, souvent, c'est ce que je fais comme balayage avec les gens qui viennent me voir en séance. C'est là, honnêtement, psychologiquement, on parle de psychologie humaine pure. Est-ce que votre situation à ce jour peut s'expliquer? Racontez-moi. Voilà, on parle du visible avant de parler de l'invisible. Ben là, je dirais que c'est pareil avec les enfants. Parlons du visible, parlons de tout ce qu'il vit dans sa journée, du concret, de qu'est-ce qui se passe pour lui. Et aller creuser. Et si vraiment, au bout d'un moment, il n'y a rien dans le visible, ben on ira voir dans l'invisible. Et vous disiez, ce que je n'arrivais pas à analyser, à percevoir, à comprendre la journée se manifestait le soir? Oui. C'est ça? Oui. Oui, parce qu'en fait, y avait des défunts qui souhaitaient passer des messages aussi. Et donc, si ces présences arrivaient dans la journée, venaient, moi, j'étais dans un refus total. Je voulais pas voir. Donc, forcément, ça veut dire qu'un défunt, au bout d'un moment, quand il a envie de passer son message, il arrive et il parle très fort. Enfin, il parle fort dans le ressenti qu'on peut en avoir. Oui. C'est-à-dire que la vibration est elle intense. est forte, elle est puissante. Ouais. Et puis, surtout quand c'est par le son, quand on l'entend. Oui. Donc, à ce moment-là, déjà, pour un petit enfant apeuré, ça percute fort, quoi. 19 ans, qu'est-ce qui se passe? 19 ans, enfin, je rencontre quelqu'un qui comprend ce que je vis. Donc, comment ça s'est passé? Un collègue de travail de ma maman lui dit, voilà, ce fameux jour est enfin arrivé. Quelqu'un lui dit, mais peut-être que tu pourrais l'emmener voir un énergéticien. Moi, je connais quelqu'un, donc qui s'appelle Serge Mézières. Tu devrais aller le voir avec ta fille, là, tes histoires de cauchemars, là, ça commence à durer. Bah oui. C'est sûr. 19 ans. Donc, du coup, elle m'emmène. Enfin. Et c'est ça la première chose à faire, je pense, c'est trouver quelqu'un d'autre quand on ne sait pas, et c'est normal qu'en tant que parent, on ne sache pas tout. C'est aller chercher du relais, en fait. Et c'est là où vous entendez, où vous êtes estampillé avec le mot médium? Ah là, il pose les mains sur moi, tout de suite, je le revois encore, c'est marqué. 3 secondes. Il réouvre un œil comme ça, il me dit, tu serais pas un petit peu médium, toi, par hasard? Médium. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, une grande discussion s'enchaîne, ça dure tellement longtemps. Enfin, je lui pose toutes les questions, mais oui, du coup, les courants, les fils, tout ce que je sens, tout ça autour de moi, on parle d'énergie, on parle de défunts, on parle de vie antérieure. C'est vrai que j'avais des flashs de moments qui étaient hors de ce temps-là. Enfin, tout ça, c'était déjà là. Et lui, il me dit, bah oui, ça, c'est normal, c'est ça. C'est comme si c'était ça, la norme. Je dis ça norme encore. Mais par exemple, quand vous aviez 16, 17, 18 ans, avant cette période des 19 ans, vous n'avez pas cherché à vous renseigner, à lire? Déjà, le problème, les téléphones, Internet, tout ça, ça n'existait pas encore. Alors oui, j'avais un téléphone, mais il n'y avait pas Internet dessus, donc c'est une autre époque, en fait. Même si je ne suis pas vieille, finalement, ça s'est joué à ça, quoi, d'avoir Internet. Et puis, les seuls bouquins que j'ai pu voir, c'était des livres sur
la mort, la dame blanche, des choses en fait qui font encore plus peur que... Voilà. Non, vraiment, c'est à 19 ans que j'ai pu... une fois qu'il a posé ces mots-là, il m'a dit, il existe tel livre, tu peux aller voir. Et c'est vrai que, on le disait encore tout à l'heure, les rayons de livres sur le sujet, à l'époque, en 2009, c'était ça exact. Dans une boutique. Aujourd'hui, c'est un rayon immense. C'est vrai. Ça n'a rien à voir. C'est vrai. En fait, c'est pas le même temps. Là, je l'ai vécu à ce moment-là. Aujourd'hui, il se passerait pas la même chose. Ouais. Ouais. Parallèlement, il faut vivre. Vous avez un métier. Alors oui. Vous étiez infirmière. Eh bien, du coup, je rencontre Serge 2 mois après être entrée à l'école d'infirmière. Voilà. Donc, en plus de ça, quand il pose les mains sur moi, il me fait un soin de libération. Donc, forcément, tout ce que j'ai bloqué, enfoui, tout ça, reprend. En fait, le naturel reprend le dessus. Et là, il y en avait partout. À l'hôpital, je vous raconte pas. Il y en a partout. C'est pour ça que je parlais de ça. Je me disais, mon Dieu. Entre les gens en fin de vie, les gens en douleur, les gens... Premier stage, cardiologie. Premier stage d'école d'infirmière, cardiologie, voilà. Donc déjà, on croise les défunts partout. Et en plus de ça, il y a les guides aussi qui sont là et présents pour les personnes. Et je me souviens avoir eu un moment, c'est drôle que je le lâche maintenant, apparemment je dois en parler, mais je me souviens avoir eu un moment où finalement, il y avait un patient, c'est le seul moment où j'ai parlé pendant ce stage, qui était croyant, qui le manifestait parce qu'il posait des objets et tout dans sa chambre à l'hôpital. Et je me suis permise de lui dire que je ressentais son guide, son ange à côté de lui. Wow. Et je lui ai dit, par contre, je vous en supplie, ne le dites à personne. C'est sûr. Ne le dites à personne. Pour moi, j'allais pouvoir perdre tout, toute ma vie, toute ma carrière, tout. Ça pouvait remettre en question beaucoup de choses. Tout remettre en question. Évidemment. Et je me demande d'ailleurs, est-ce que dans le code de déontologie de ces métiers d'infirmière, enfin dans le milieu hospitalier, c'est interdit de dire ce genre de choses ou pas? Il y a un truc qui dit, il y a une ligne qui spécifie ça ou pas? Non, je crois pas. Non. Mais comme dans la société en général et pas que à l'hôpital, on peut être décrédibilisé très facilement. Bien sûr. Très, très facilement. On passe du statut d'infirmière au statut de patient en psychiatrie. Ça peut aller très vite. Donc vous étiez en service de cardio? Ça, c'était mon premier stage. Okay. Après, voilà, j'ai fait plusieurs services. On passe tous dans plusieurs services. C'est pas facile parce que, chaque service a sa spécificité. Mais ce qui est surtout difficile, c'est de ressentir à la fois la douleur des gens, leurs souffrances, leurs émotions, les défunts autour. Et puis, il n'y a pas que ça, le personnel soignant qui vit ces épreuves aussi. Donc, toutes les émotions de tout le monde autour. Est-ce que là, vous commencez à accepter? Pas du tout. Ah non, même pas là? Non, j'accepte pas. C'est non. Moi, je veux être infirmière, je veux que mes parents soient fiers de moi, je veux être dans la norme, je veux faire plaisir autour, parce que pour moi, ça, c'est pas quelque chose de beau. Mais pourtant, vous le faites en parallèle de votre métier d'infirmière. Alors, c'est venu un petit peu après les études, oui. D'abord, refus. J'accepte, mais doucement, tranquillement. C'est vraiment sur la dernière année que j'ai commencé à faire les soins en même temps que mon métier d'infirmière. Est-ce que vous vous souvenez de ce premier lâcher-prise qui vous conduit justement à mettre en place des soins? Vous vous souvenez du moment où vous vous dites « allez, j'y vais ». J'accepte, j'y vais. Parce qu'on doit vous pousser. Je pense que là-haut, ils ont dû se dire, dis donc. Il y a plein de choses qui me reviennent, mais dis donc, c'est maintenant. C'est plein de petits moments. En fait, moi, je ne saurais pas dire un moment parce que ceux qui me connaissent bien savent que j'ai besoin de 1001 preuves. C'est qu'il en a fallu beaucoup. Et à la fois, ce qui me vient, c'est les ressentis sur les collègues ou quand ça touche aussi personnellement la famille. Voilà. Là, vous vous autorisez à dire? Pour la famille.
Je l'ai dit pour mon grand-père, je le raconte, oui, dans le livre, dans mon écrit. Mais oui, là, c'était trop important. Je me suis autorisée à le dire. Mon grand-père, à ce moment-là, donc c'était première année d'école d'infirmière quand tout a explosé. Et c'est vrai, mon grand-père m'a dit, je ne voulais pas être enterrée en Alsace. Non, pardon, je ne voulais pas être enterrée à Aubervilliers, je voulais être enterrée en Alsace. Oui. Et ça, c'est quelque chose que mes parents ne savaient pas. Et je crois que c'est ce jour-là où mon père a enfin dit oui, il se passe quelque chose. Parce que quelques jours plus tard, ils ont été en vacances en Alsace et ils ont pu vérifier cette information auprès de la famille alors qu'eux-mêmes ne le savaient pas. Donc ça, vous vous êtes autorisé à le dire? Ça, je me suis autorisée à le dire. Je me souviens avoir parlé, elle va peut-être se reconnaître, cette personne. Justement, j'étais étudiante infirmière et ça a explosé. Je me sentais mal. Il fallait que je passe le message, il le fallait. Et j'ai parlé à une infirmière et je lui ai transmis un message par rapport à son père. Elle s'est décomposée. Elle ne m'a plus adressé la parole du stage. Wow. La seule chose que je sais, c'est que j'ai été reçue dans le bureau de la cadre et que la cadre a commencé à m'amener sur des sujets comme ça en me disant que la dialyse, il y avait peut-être quelque chose de mystique avec le sang qui circule, etc. et qu'elle essayait de savoir. Et quand je me suis dit, pourquoi elle emploie ce mot-là? Bon, j'imagine qu'elles se sont parlé, mais elle n'a jamais pu me réadresser la parole. De peur. Et je crois que ça a été un de mes traumatismes. Parce que justement, tu vois, tu fais peur aux gens, en fait. Et donc la peur de perdre votre cercle. Voilà, cet événement. Oui, l'émotion monte. Donc oui, cet événement, il a été très, très dur. Je l'ai même recroisé quelques années plus tard dans une boutique. Elle m'a évité. Encore la peur de me voir. Comment on peut se dire que c'est un don et que c'est une belle chose quand on fait peur? C'est difficile d'accepter quand même. C'est important ce que vous dites. Comment peut-on dire que c'est un don? D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui refusent, beaucoup de médiums refusent le mot de don. Ah oui, parce qu'au début, c'est un... désolé, mais c'est carrément un poison. On le voit comme ça, en tout cas. En tout cas, vous l'avez perçu de cette manière. Moi, je l'ai perçu comme ça. Vraiment. Comment les choses évoluent? Comment est-ce que Est-ce qu'à un moment donné, vous acceptez? Oui. Oui. Et puis, c'est vrai, tu parlais tout à l'heure de comment on accepte, quelles sont les preuves et tout ça. Et je dirais que c'est mon poste d'infirmière coordinatrice à domicile qui, finalement, m'a amenée à visiter beaucoup de lieux, beaucoup de maisons. Et là, je me suis rendu compte que, oui, je voyais beaucoup de choses. Oui, ça s'enchaînait. En même temps, ça percutait. En même temps, j'avais des confirmations de ce que je ressentais dans les conversations avec les gens parce qu'on les questionne beaucoup sur leur façon de vivre, sur leur façon d'être et sur leur histoire. Et donc, du coup, on vient se vérifier. Je crois que c'est ça qui m'a beaucoup aidée, en fait. Maintenant qu'on en parle. Oui, parce que du coup, ça vous conforte. Ça conforte. Ça conforte en se disant, ok, je suis pas folle. Je suis pas dingue. Il y a vraiment quelque chose. Truc, je viens de ressentir mamie Jeannette qui faisait ci, ça. 2 secondes après, oui, du coup, c'est vrai que j'avais ma maman. Nanana. Oui, bon. C'est bon, c'est bien elle que je viens de voir. Alors, en tant que médium, vous avez clairaudience, Oui. Et donc, ça évolue au fil des années et ça évolue même aujourd'hui. Par exemple, je vais recevoir en séance et parfois, je vais ressentir d'une certaine manière et d'autres fois par une autre canalisation. Oui, j'entends, je peux entendre, je peux voir, je peux ressentir si on me touche et puis sentir des odeurs, ouais, tout ça. Donc aujourd'hui, vous acceptez? J'accepte. Au point d'avoir laissé tomber? Ça y est, j'ai arrêté mon métier d'infirmière et je fais que ça, oui. C'est quand même là aussi, c'est un saut dans le vide. Oh, ça a été... Oui, tu vas pas faire ça, quitter ce métier-là. Enfin, c'est insensé, c'est de la folie, c'est...
Et on peut imaginer que l'entourage, évidemment, se Personne. pose des questions et personne ne peut comprendre Très peu que de gens. vous... Bien sûr. Personne, ça serait mentir. Mais Ouais. très peu de gens comprennent. Mm. Mais c'était plus fort que tout. Et il y a un moment donné, il faut quand même comprendre que j'avais 2 métiers, en fait. Hein. Mm. Parce que je devais réaliser mes journées d'infirmière coordinatrice et tout gérer autour, dans l'invisible. Mais j'étais sur le point de péter un plomb quand même. Hein, parce que c'est une charge de travail qui est énorme. Mm. Énorme. Et alors, du coup, certains vont pouvoir commenter en disant « Mais pourquoi ne pas avoir choisi votre premier métier et pas nécessairement... » Parce que ça peut pas être choisi, en fait. C'est vrai ? Non. L'appel de l'âme est plus fort que ça. C'est quelque chose qui pousse à l'intérieur. Si on ne le fait pas, on se rend bien compte qu'on ferme la porte à soi-même, en fait. C'est-à-dire qu'on s'enferme dans une pièce dans le noir et c'est terminé. On devient quelqu'un d'autre. Mais du coup, on ne vit pas complètement cette manière d'être soi. C'est tellement ancré à l'intérieur de nous, on a toujours le choix. Mais on sera malheureux si on ne fait pas ce qu'on est venu faire sur cette terre. Il y a un moment. C'est même physique. C'est physique. C'est physique, ouais. C'est physique, c'est énergétique, c'est mental, c'est tout. C'est pour ça qu'on voit souvent, et on a très souvent l'occasion de faire des conférences, événements avec des médiums, qui, lorsque ces médiums délivrent un message, et qu'il n'y a pas de réponse en face, de quelqu'un qui se manifeste, par exemple, la médium dit souvent, elle revient en permanence sur ça parce que ça reste. Et c'est omniprésent, le message du défunt peut-être, ou le message de la perception, ça reste là tant que c'est pas délivré. Oui. Ou alors on sent qu'on se bousille de l'intérieur. Il se passe quelque chose, c'est comme si on était écrasé. Enfin moi, en tout cas, je le ressens comme ça. C'est si on étouffe les informations, et alors c'est vrai pour les messages à délivrer pour les défunts, mais c'est aussi vrai, dans mon cas, pour la circulation de l'énergie. Parce que j'ai ce ressenti, ce besoin, en fait, de faire circuler les énergies. Ça a toujours été. Donc, du coup, ça, pareil, si on le fait pas, on s'éteint, en fait. Donc, vous avez pris cette décision de mettre de côté votre première activité. Oui. Est-ce que le fait d'avoir été infirmière, dans peut-être la psychologie, l'approche, la discussion... Bien sûr que ça aide. Ça aide ? C'est certain. Certain, ça aide. Après, ça fait tellement partie de soi que on peut le faire. Si je m'étais autorisée à le faire dès le début, d'ailleurs, je me souviens avoir eu envie, quand Serge a ouvert tout ça et a posé les mots, je me suis dit, c'est bon, je sais ce que je dois faire, en fait. Alors après, toute la mentalisation et toutes les personnes autour, l'entourage, les parents surtout, alors certainement pas, à 19 ans, qu'est-ce que tu vas faire ça ? Mais on peut. Si on est là pour ça, on peut. Est-ce que vous avez douté ? Tous les jours. Tous les jours, je suis revenue sur ce que je faisais. Tous les jours, j'ai douté de moi. Tous les jours. Parce que ce qui est difficile, c'est d'apprendre à décoder sa médiumnité. On va voir quelque chose. Maintenant, comment l'interpréter ? C'est avec le temps qu'on se rend compte. L'expérience. Avec l'expérience. Ah oui, donc là, la dernière fois, j'ai vu tel objet, j'ai vu telle chose. Donc du coup, ça signifie ceci, ça signifie cela. Et donc, avec le temps, on affine. Donc forcément, qu'il y a des moments où on cherche. Le titre de l'émission, c'est « Enfant médium, les clés pour avancer ». Oui. Parce que vous avez envie de vous adresser plus à toutes les personnes qui sont passées par là. Peut-être alerter des parents, leur dire que des solutions existent aussi, qu'ils ouvrent la porte à demander de l'aide. Est-ce que vous les reconnaissez, ces enfants, si vous les croisez, qui ont ces facultés médiumniques ? Je sens s'ils sont ouverts ou pas. Oui. Oui. Et c'est pour ça que ne pas hésiter à emmener son enfant voir quelqu'un qui maîtrise le sujet. Après, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent aujourd'hui, mais c'est se faire conseiller, se faire aiguiller. On entend les recommandations. On entend le bouche à oreille. Pour moi, il n'y a que ça de vrai. Bien sûr. On sait. On parle souvent des guides. Beaucoup de médiums parlent de leurs guides. Certains les nomment.
d'autres non. Vous les nommez? J'ai souvent ressenti leurs énergies sans poser de nom dessus. Et j'en ressens pas le besoin. Je sens aussi des présences qui m'ont accompagnée sur une certaine période de vie. Et parfois, sur des changements, je vais changer d'entourage. C'est ça qui est agréable aussi, parce qu'on sent quand on change de palier, de vibration, il y a aussi comme un changement d'accompagnant, en fait, de l'autre côté. Alors, est-ce que vous êtes réconcilié avec la médiumnité et déjà rien qu'avec le mot médium? Oui, ça y est. Bah, pour être là aujourd'hui, c'est bon. Ouais, ça y est. J'assume. Oui, parce que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand des gens ne vous connaissent pas et que vous demandent cette question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah oui, médium. Alors je suis médium, mais est-ce que c'est mon métier? Je ne sais pas. J'ai du mal à poser un mot sur un métier, parce qu'en fait, c'est ce que je suis. C'est ça. Donc, je pratique la médiumité, je pratique les soins énergétiques, je pratique aujourd'hui le chamanisme aussi, parce que c'est arrivé à moi. Mais dire que je suis médium, c'est mon métier, oui, on peut le dire comme ça. Maintenant, c'est pas... Est-ce que c'est vraiment un métier? C'est ce qu'on est. C'est vous qui avez la... Oui, c'est un état d'être. C'est ce qu'on est. Au-delà d'être un métier, oui. Ouais. Et ça vous gêne de l'être? Non, ça y est. Ça y est? Oui. La réconciliation est là. Ça y est, oui. Bon. Le chamanisme, alors vous l'évoquiez justement il y a un instant, et vous dites toujours cette même chose, c'est que comme la médiumnité, c'est venu à vous. C'est vrai que je parlais de palier, d'évolution, et ce qui est encore difficile, c'est d'accepter les nouveautés. C'est vrai que j'ai un peu de mal quand même. Faut pas non plus dire que tout roule tout le temps. Oui, alors j'assume, j'accepte tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, où j'en suis aujourd'hui. Mais dès qu'il y a une nouveauté, faut accepter cette nouveauté. Ok. Et donc cette nouveauté, elle arrive à vous, et c'est la voie du chamanisme? Oui, ça arrive à moi. Et comment ça arrive? Vous vous souvenez de cette période-là? Alors. J'ai senti pendant plusieurs jours comme des messages qui arrivaient, mais c'est vrai que je me sentais un petit peu dans le refus, à bloquer. Et jusqu'au jour où clairement, c'est carrément mon corps qui ne pouvait plus tenir. C'est comme si on m'avait poussé au sol et on m'a dit, tu es médium chaman, quand est-ce que tu vas comprendre? Mais j'ai hurlé à la mort, hein. J'ai hurlé, non! C'est quoi chaman? Après je me suis dit, mais c'est... Alors mon âme, j'ai eu un cri de refus, et puis après, je me suis posé la question, mais ça veut dire quoi pour toi déjà? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas en fait. Je sais pas, mais déjà assumer que j'étais médium, que je voyais les défunts et que je faisais des soins énergétiques. En plus, il faut assumer d'être chaman. C'est quoi ce mot? Et ça veut dire quoi? Et donc? Et donc, il faut assumer que ça fasse beaucoup de bruit, des chants, des cris, du tambour. Faut assumer tout ça, la forme que ça prend. Parce que c'est pareil, encore une fois, on peut être très très vite associé à du folklore. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Encore une fois, la case hôpital psychiatrie, elle est pas loin. Donc. Non, puis avant d'en arriver à la case psychiatrie, il y a une question de crédibilité. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'en termes d'image, c'est dur. C'est justement les gens qui peuvent nous ranger dans cette case-là. On est bien d'accord. Moi, je sais que je suis censée, je le sais aujourd'hui, tout va bien, mais c'est le regard des gens. Ah oui, bien sûr. Et donc chamanisme. Ça, chamanisme. Donc qu'est-ce que vous allez faire? En fait, je reçois des protocoles de guérison en guidance comme ça, et je me mets à faire des choses que je ne sais pas faire, qu'on ne m'a pas appris. Et ça, c'est impressionnant parce que en fait, je me sens en sécurité, je sens les guides qui sont là et mon corps part. Je me laisse être un instrument, comme je dis, de soin. C'est vraiment... Et là, on contrôle plus grand-chose. On est présent parce que on se souvient, mais on se laisse complètement transpercer et tout passe au travers de nous. Et avec le tambour aussi? Oui. Oui, oui.
que vous aviez déjà expérimenté avant ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas vous du connaissiez même pas le mot non, pas du tout. Et je n'avais même pas reçu de soins chamaniques. Non. Rien Pourtant, du tout. à aucun moment vous parlez de chamanisme dans votre fiche de prod. Je n'en parle pas. C'est vrai, je l'évoque dans mon livre, mais j'en ai pas parlé. Parce qu'on parlait de médiumnité et oui. C'est encore peut-être quelque chose qui est... Pourtant, c'est bien là, hein, dans mon quotidien. Bien en place. C'est bien en place. Ouais. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur le rien. chamanisme? Non, rien du tout. Simplement, je pose simplement la question de savoir pourquoi j'en parle pas. Pourquoi est-ce que vous n'en parliez pas? Est-ce que c'est une façon de ne pas l'assumer à 100% ou peut-être Il y a peut-être une notion de discrétion et de respect par rapport à ces choses qui nous arrivent. C'est tellement sacré, en fait, que c'est comme si on n'a pas à en parler comme ça. Si on vient nous poser des questions, oui, on répond, mais c'est tellement pas quelque chose qui s'apprend, en fait. C'est tellement quelque chose qui arrive. Oui, c'est ça. Que... C'est ancré, quoi. C'est vraiment viscéral. Hein. Oui. Et donc, du coup, que dire? Est-ce que vous avez souhaité une validation de quelque chose, de quelqu'un? Pour le chamanisme? Pour le chamanisme. Ah, bah alors moi, panique à bord. Une fois que le mot était tombé... oh là là, mais avec qui je vais parler de ça? Parce que je connais personne, absolument personne. Encore une fois, je me retrouve dans l'inconnu. C'est quoi ce chamanisme? Qu'est-ce que c'est? Alors, je tape sur Internet, médium, chaman, Angoulême. J'essaye de voir, ou Charente, j'habite là-bas. Et donc, je tombe sur Sonia Mogis, médium chaman. Ok, donc je vais la voir. Et elle, comme Serge, je me dis... Mais c'est tout à fait normal, tout va bien, c'est comme ça que ça se passe, ça descend de là-haut, mais voilà. Et elle me parle comme si... voilà, mais c'est sa norme, encore une fois. Ok, alors là, il va falloir que j'accepte. Ça fait encore un palier supplémentaire, bien sûr. Tous les 6 mois, il y a une mise à jour. Comme je dis, c'est comme les Pokémon, en fait. Hein. Il y a une évolution. Et alors, cette évolution, elle est progressive, c'est-à-dire que même dans votre médiumnité, vous sentez, j'allais dire avec des gros guillemets, hein, une puissance qui se décuple. C'est vrai, je le ressens. Et pour donner un exemple par rapport à ça, avant, j'avais une porte d'entrée sur... Imaginons quelqu'un qui arrive avec un trouble... on essaie d'aller à l'origine de ce trouble. Enfin, de toute façon, c'est pour ça qu'elle est là, c'est aller voir d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. Et donc, c'est vrai que j'avais une information précise avant. Par exemple, une vie antérieure où ça s'est pas bien passé, on va nettoyer, tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a comme une vision de recul. Donc, je vois la vie passée, je vois l'événement dans cette vie-là qui a pu faire ressurgir ça, et je vois aussi au niveau transgénérationnel qu'est-ce qui a pu se passer, et c'est comme si aujourd'hui il y avait comme un fil entre les trois ou d'autres choses qui peuvent être mêlées. Mais encore plus de recul. Ça, dans l'évolution, oui, c'est une belle illustration, ça parle peut-être. Et alors, si on devait donner des cas précis, parce que je demande toujours, et ça je trouve ça tellement intéressant, vous vous souvenez d'un soin ou d'un accompagnement, de quelque chose qui vous a vraiment bluffé, qui vous a surpris dans ces potentiels que vous avez? Je dirais que... L'histoire particulière. Encore une fois, l'événement qui m'a marqué et qui a fait que je décide de m'installer à 100% aussi, peut-être. Je suis restée là-dessus. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'elle était infirmière aussi. Donc peut-être que du coup ça venait valider quelque chose. C'est ce jour où je reçois donc une jeune femme de mon âge à peu près en séance, et que je perçois cet événement marquant que sa maman avait vécu, et je perçois qu'il y a eu un inceste donc du grand-père de cette femme sur sa maman. Et là c'est toujours pareil, comment on le dit? Est-ce que je me plante? Est-ce que ce que je vois, c'est vrai? Est-ce que... Comment? Alors, comment j'ai réussi à lui dire? Je ne sais même pas, parce que là, c'est pareil, je voulais me taire, en fait. Mais ça a poussé. Non,
faut parler, il faut parler. Il faut que ça se défasse, il faut que ça se dise. Oui. Je réussis à lui dire. C'est vrai que derrière, elle appelle sa maman, elle a validation de cette information. Ça fait partie des événements, oui, c'est vrai. Il y en a eu plein d'autres, mais je sais pas, peut-être que ça fait tilt parce qu'elle était infirmière et que je me dis, bon, bah là, ça a bien validé quelque chose. Mais vous vous rendez compte quand même que le métier d'infirmière qui est dans l'accompagnement, il y a une vraie corrélation avec le métier de médium. Bien sûr. Que vous êtes aussi. On est soignant, en fait. Dans l'accompagnement et dans le soin. Je soignais avant, bien je sûr. soigne aujourd'hui. Ouais, bien sûr. C'est la même chose. C'est bien juste pas la même porte d'entrée. Bien sûr. Sans jamais se substituer à un avis médical, jamais. Ou un suivi. On est complémentaires. C'est bien pour ça que il faut, c'est vrai, le rappeler tout le temps. Pour moi, c'est évident. Mais oui. Vous savez que dans votre ton et dans votre manière de parler là ou d'expliquer votre médiumnité, la vibration n'est pas la même qu'avec le début de l'émission. Je me détends un peu. Je me détends un peu. C'est ma première, je répète. C'est difficile parce que là, effectivement, vous sortez de votre zone de confort, clairement, mais d'affirmer comme ça, haut et fort devant tout le monde que vous êtes médium, quoi. J'ai cru qu'en m'installant et en le disant, voilà, maintenant je propose des soins, je propose des séances, j'ai cru que ça suffirait. Et en fait, c'est comme si je ne l'avais pas encore assez dit. Donc j'ai écrit. Et aujourd'hui, à croire que si j'arrive ici, c'est que je ne l'ai pas encore assez dit. Donc, j'en parle. Et à l'inverse, vous n'avez jamais eu peur de vous dire, si je franchis ce cap-là, je peux tout perdre? Je me sens tellement guidée que je n'ai pas peur. Ok. Et vraiment, pour être honnête, habituellement, passer des examens, se montrer devant les gens, toute ma vie, c'est des trouilles pas possibles parce que je suis peureuse de nature. Je pense que tout le monde l'a compris maintenant. Mais aujourd'hui, je n'ai pas eu peur. Et c'est ça qui me confirme encore une fois que quand on est au bon endroit et qu'on fait ce qu'on doit faire, il y a quelque chose qui nous porte. Vraiment. En tout cas, vous êtes l'exemple de cela. Alors, juste un mot pour revenir sur ces enfants médiums hypersensibles, comme vous l'évoquez. Ils ont besoin de beaucoup de choses. Ils ont besoin de beaucoup de choses, évidemment. Et, déjà, pas de jugement. Déjà, premièrement. À proscrire. À proscrire vraiment les phrases du type non, moi je vois rien, donc c'est pas possible. Ce que tu vois n'existe pas. Non, tu vois bien, il n'y a rien. Non. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas ou quoi? Le ça va pas, c'était folle ou quoi? Oh là là, celui-là, à proscrire. Donc non-jugement. Écoute, oui. Le faire verbaliser au maximum. Lui demander ce qu'il ressent, mais vraiment, ça peut être infime, subtil. Les enfants, ils peuvent ressentir de plein de manières différentes. Ils vont pas forcément voir. Comme en médiumnité, il y a plein de canaux différents. Donc... Et comme ils peuvent accueillir aussi, j'allais dire, l'information avec des gros guillemets d'une manière complètement différente. Vous, c'était au travers des terreurs nocturnes, des pleurs, des angoisses, du stress, etc. Et d'autres vont jouer. Complètement. Ils vont être super heureux. Et complètement. Oui. Ouais, tout à fait. Oui, je vois du monde. Ouais, c'est ça. Ouais. On communique, c'est trop bien. On joue. C'est génial. Ça aurait été bien, ça. Mais non. Ça ne s'est pas fait comme ça. Donc oui, c'est ça, l'oreille attentive, le fait de ne pas juger, le fait de parler, d'échanger. Oui. Est-ce que des parents vous emmènent parfois des enfants pour essayer de voir s'il y a quelque chose? Oui. Et justement, c'est des très beaux moments. Ce sont des très beaux moments. Là, ça demande beaucoup de pédagogie et de l'approche. Et à la fois, c'est pas si dur parce que c'est tout ce que moi j'aurais voulu entendre. Donc aujourd'hui, finalement, c'est des moments qui me font tellement de bien. Parce que je me dis, bon, au moins. Le plus petit que vous ayez eu? Je dirais 2 ans et demi. Mais non! Oui. Si, avec des troubles, pareil, du sommeil et une incompréhension et des analyses médicales. Oui. Et donc lui, pour le coup, oui. Oui, il y a de fortes
de forts ressentis, une médiumnité qui pourrait, s'accroître après, à voir s'il va choisir ou pas d'aller chercher. Mais en tout cas, les ressentis s'imposent à lui. Et c'est pareil. Il y a une corrélation entre ses vies passées et sa vie actuelle qui est incroyable. Mais le petit a 2 ans et demi, parce que ça parle. Enfin, j'arrive plus très bien à voir 2 ans et demi. On parle beaucoup. Enfin, on parle non, bien. Il y a quelques mots. Distinctement, oui, c'est pas. Quelques mots. Pas très bien. Donc en fait. Donc comment vous arrivez à discerner ça? Après, du coup, c'est l'avantage, c'est que ça se passe énergétiquement et il y a un dialogue d'âme à âme, en fait. Okay. Et du coup, on peut même faire les séances à distance sur photo avec de l'énergie qui est envoyée. On a des messages. C'est comme de la communication avec, par exemple, les animaux qui ne parlent pas. Et c'est là le gros avantage, c'est qu'il y a une autre forme de communication. On a des informations que vous faites aussi sur la communication animale. Alors, récemment, ça commence à se proposer à moi. J'avais pas prévu ça, encore une fois, mais oui. Okay. C'est-à-dire qu'un pas un protocole, mais un ressenti de défunt peut être aussi un ressenti avec les animaux, les végétaux. Oui. C'est-à-dire si vous avez cette capacité-là... Oui. Mais comme avec une âme qui n'est pas encore incarnée, c'est pareil. Okay. C'est les âmes qui tournent autour des futurs parents. Donc tout ça, c'est pareil. Ça, c'est fantastique quand même. Moi, je trouve... Je me dis, quand on a... alors, on entend toujours ça, mais tout le monde a ses capacités, mais tout le monde peut, etc., etc. Oui, bon, en attendant, il y en a qui... Oui, tout le monde a des ressentis. Souvent, l'exemple que je donne aux gens, parce que ça, c'est une question qui revient souvent, et c'est oui, alors moi, mais à quel point, mais comment, et finalement... Mais souvent, je l'illustre comme ça, tout le monde peut jouer de la guitare, en fait. Après, à voir si... ça va être plus ou moins joli. Oui, c'est ça. Tout le monde n'est pas un virtuose. Ben non, et puis on n'est pas tous là pour ça. Oui, bien sûr. Et heureusement, en fait. Bien sûr. Moi, j'ai passé ma vie à admirer les gens qui savaient faire des choses autour de moi. Parce que pour moi, ce que je savais faire, d'abord, je n'en avais pas du tout conscience. Et puis, ça n'avait pas de valeur, en fait. Donc, pour moi, tout ce qui avait de la valeur, c'était ce que les gens savaient faire autour de moi. Maintenant, je ne vois plus les choses de la même manière. Mais ça a été de très, très longues années à penser tout ça. Un petit mot sur votre livre. Mon livre. Le tome 1. Oui, le tome 1. Je raconte avec mes mots, mon franc-parler, un discours familier, je dirais, et surtout des petites illustrations comme j'aurais pu les faire en tant qu'enfant, en réalité. Des croquis. Des croquis. Et ça, voilà, ça peut être un soutien, un support pour montrer à un enfant juste les images, en fait. Est-ce que ça te parle, ça? Est-ce que tu te retrouves dans cette image? Est-ce que tu ressens? Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? Est-ce que finalement... quand tu te retrouves autour de plusieurs personnes, est-ce que tu as l'impression, tu vois? Et puis simplement dire, tu n'es pas seule. Il y a une dame, elle l'a vécu et elle a écrit un livre là-dessus. Voilà, tout simplement. Ce croquis-là qu'on voit? Alors, c'est pareil, il est arrivé en guidance. Alors, je ne sais pas du tout dessiner, hein. Pour moi, cette image est un exploit, déjà, parce que les gens vont pouvoir le découvrir. Hein. Mes talents de dessinatrice sont formidables. Il est un peu, parce que sur le coup, comme ça, on aurait pu imaginer que ce sont des ailes d'ange. Oui. Sauf que je le trouve un peu flippant, moi. C'est vrai. Avec notamment on a l'impression qu'il a 2 jambes... J'ai découvert beaucoup de choses, en fait, sur ce dessin. J'ai découvert beaucoup de choses que je n'avais pas vues dans un premier temps. Il est arrivé en guidance, hein. J'ai fait plusieurs essais, j'ai cherché des choses, et il y a un moment donné, j'ai senti que j'étais en canalisation et qu'il se passait quelque chose. Et jusqu'au dernier point, et hop, lâché, c'était fini. En fait, si on regarde, je crois percevoir qu'il y a... à moitié à droite, comme le dos d'une femme, et à moitié à gauche, comme
la face et qu'en fait, c'est comme une silhouette qui pourrait tourner sur elle-même. Peut-être que en le voyant en direct, sans être à l'image, c'est plus évident. Mais c'est comme s'il y avait un recto et un verso à la fois. J'avais pas fait gaffe à ça. Et en fait, je me suis dit, si on imagine qu'il tourne sur lui-même, on doit pouvoir voir cette silhouette qui est... Enfin, en tout cas, c'est de la canalisation. C'est de la canalisation. Et si quelqu'un a envie de l'explorer, il n'y a pas de souci. Comme le contenu du livre? Non, c'est de la canalisation ou pas? La canalisation. Le contenu du livre, je pense que j'ai été guidée. Ouais. Parce que par moment, on me dit, écris ton adresse, écris ceci, écris cela. Alors que, pourquoi? Ça sert à quoi? Bon, je fais ce qu'on me dit. Oui, parle de ça. C'est moi qui écris, c'est moi qui parle. Mais on me dit, fais ci, fais ça, en gros. Donc c'est de la canalisation non, pas complète. On ne me dicte pas un texte. Ouais, c'est moi qui l'écris, mais on me guide dans l'écriture. En tout cas, on vous incite à le faire. Oui. Ça, c'est une certitude. Oui. Donc il est en auto-édition. Il est en auto-édition. Il attend peut-être son éditeur un jour. On verra. En tout cas, peut-être pour la suite. C'est passionnant parce que d'abord, félicitations d'oser. Merci. C'est un exercice, parler de soi évidemment. Comment aujourd'hui votre entourage perçoit ce que vous êtes? Ça y est, c'est de l'acquis maintenant, non? Alors, il y a 3 mois, j'aurais répondu, c'est de l'acquis. Ah. Mais comme je le disais, dans toutes ces nouveautés et dans tout ce qui se passe tout le temps pour moi, c'est pas toujours évident de me comprendre et c'est pas toujours évident de me suivre et j'en ai bien conscience. Okay. Et les mises à jour et les nouveaux événements. Donc la dernière en date, c'est rencontre avec ce que l'on appelle communément flamme jumelle. Ah. Donc ça bouleverse toute ma vie. Absolument toute ma vie. Et personne ne comprend. Ce qui est normal. Alors il y a eu... et puis la vie s'est enchaînée comme ça. Hein. Événements dans ma famille, début avril, grosse dispute avec mon mari, mise à jour, switch, j'entends, tu ne peux plus aimer cet homme. Enfin là, on est quand même sur quasiment 12 ans de vie commune, un mari qui me soutient quand même, des idées, enfin voilà. Et en fait, comme une prise de conscience et de recul de oui, alors bon, d'accord, mais il y avait aussi ces points-là et ça ne correspond pas complètement et ceci et cela est mis à jour et tout un éveil. Mais je peux raconter tout ce qui s'est passé pour moi depuis 1 an, mais c'est quelque chose d'explosif et changement de vie. Enfin, tout ça, je comprends en fait que les gens autour de moi ne comprennent pas, ne me suivent pas. Mais je vis des bouleversements énergétiques, des connexions dans tous les sens. C'est énorme ce qui se passe depuis 2 mois. Et violent. Et violent. Donc. Mais c'est votre chemin. C'est mon chemin. Et là, c'est plus que mon chemin. Vous avez des enfants? J'ai 4 enfants. Et il faut accepter, en fait, quand on remet sa vie à Dieu, comme je l'ai fait il y a 1 an, je pourrais raconter tout ça. Je vais même le raconter dans le tome 2, en fait. Je vais expliquer comment ça s'est passé, parce que, voilà, c'est pas arrivé comme ça. Mais il faut s'attendre à ce qu'on nous aligne. Ah oui, j'avais pas prévu ça, par contre. C'est clair. Pas du tout. Donc oui, il y a 3 mois, j'aurais répondu toute ma famille est enchantée de ma reconversion et tout se passe bien. Ben là, on est le 10 juin. Et... Ah ouais. Il y a des dommages collatéraux. Toujours. Et là, j'en prends conscience. Mais certains vont vous dire, mais vous aviez le choix. Ah oui, j'avais le choix. C'est même ce que je me suis dit au départ, c'est pas possible, je refuse. Et encore une fois, des traversées d'énergie à n'en plus finir. On sent que si on s'aligne pas, ça va pas aller du tout. Du tout, du tout. Qu'en fait, c'est soit je
je me laisse mourir d'une certaine manière, soit je choisis de vivre et je continue le chemin qu'on me propose. J'ai le choix, oui, en effet. On est loin de l'étudiante infirmière. Hein. On est loin. Hein. Bon. Et c'est encore accepté, accepté et accepté. Toujours. Parce que là, quand vous en parlez, ça sent le chemin de croix, quoi. Je veux dire, franchement, ça fait 2 mois que j'y suis. C'est un parcours du combattant. Hein. Flamme jumelle, je n'y croyais pas. Hein. C'est simple. Je me disais, bon... Est-ce que l'autre personne sait? Mon mari? Non. Flamme jumelle. Oui. Ah oui, c'est. L'autre personne. Ah oui, bien sûr. Oui. Puis lui, pareil, dans un premier temps, il m'a dit, non, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Tu vas retourner dans les bras de ton mari. Je dis, oui, c'est bien ce que je compte faire. Hein. De toute façon. Mais je pourrais revenir raconter cette histoire, s'il faut. Tous ceux que j'ai reçus ici, qui ont vécu une histoire de flamme jumelle, disent à quel point c'est douloureux. C'est le parcours du combattant. On n'imagine pas à quel point on travaille sur soi. Et vous ne pouvez pas avoir une relation saine avec une flamme jumelle. Saine? Ben justement, si, mais le job, c'est de s'épurer. Ce que je veux dire, c'est que... on ne peut pas avoir une relation classique. Classique. Ce n'est pas possible. Ouais, c'est ça. Impossible. Impossible, parce que ça a commencé, encore une fois, en réveil nocturne, en flash, en ouverture de chakra. J'avais le cœur qui s'ouvrait, tellement ça s'ouvrait, ça craquait à l'intérieur. Si je n'avais pas conscience que c'était énergétique, j'étais aux urgences, tellement c'était puissant, tellement je ne respirais plus. J'avais C'était énorme, énorme. Et ça, c'était en étant à son contact? Alors, non. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'était votre flamme jumelle Je raconte alors? Non, mais vous le raconterez une autre fois. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment ça. Ah oui, je me suis posé la question tous les jours. Ah oui. Et puis j'étais dans le déni tous les jours. Et puis non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait dire que? Mais parce qu'en fait, quand on se met à faire des tests à distance et que il me dit « Ok, j'arrive », on ferme les yeux tous les deux, il me touche la joue droite, je lui dis « Là, tu me touches la joue droite ». Alors que vous êtes à... On est à je sais pas combien de kilomètres. Oui. Il habite loin. Je suis à ce moment-là mariée. Je dis à mon mari, ça va, je sens que c'est terminé. On se sépare. Ce n'est pas possible. Et lui, il voit rien venir. Et 3 jours plus tard, je me réveille dans la nuit. Tchum. Flash. Il y en a un autre qui t'attend là. Et là, c'est pas pareil. Et les connexions s'enchaînent. Je me retrouve à plus pouvoir bouger mon corps, à avoir des initiations de sexualité sacrée. Des trucs, mais ça y est. À chaque fois, je me dis, ah bah ça y est, t'as débranché. Pas du tout. Le lendemain, ça continue, ça recommence, ça recommence, ça recommence. C'est plus fort que tout. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, je viens de passer 2 mois à très peu dormir, à pleurer tous les jours, parce qu'en fait, un simple mot de sa part me renvoie à une blessure qui, pour moi, était travaillée, mais qui avait besoin de drainer des derniers grains de sable. Et pourquoi vous ne décrochez pas? Pourquoi vous ne coupez pas? Je ne coupe pas parce qu'en fait, les ressentis au niveau énergétique, même si je décide de ne pas lui parler de la journée, j'ai comme une sensation de... On parle vraiment de sensation d'aimant, c'est vrai. On a l'impression que ça se resserre et ça se... Et en fait, ça me traverse. Et tant que je suis pas de nouveau en communication avec lui, à faire le point, alors là, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire dans ton passé, dans ci, dans là, dans tes blessures? Si on continue pas le travail, moi, encore une fois, ça s'écrase à l'intérieur de moi et je sens que je vais pas tenir, en fait. Je pourrais même pas être debout. Vous connaissiez cette personne? Alors, je savais qu'elle existait depuis longtemps parce que j'avais entendu parler. Il m'a même consulté en séance téléphonique, mais je ne l'avais jamais vue. Ah, c'était même pas quelqu'un de votre relation, quoi. Non. De vos relations. Non. Je l'ai croisé, donc je l'ai vu réellement physiquement fin mars.
Et en plus, quand je l'ai vu, je l'ai détesté sur tous les aspects. Ça a été vraiment un rejet, mais complet. Donc, quand je l'ai vu, la seule chose que j'ai ressentie, c'est une vibration qui remonte comme ça. Vibration, énergie inconnue. Je n'avais jamais ressenti ça. Puis, ma tête qui se met en route à me dire « Oh là là, c'est qui celui-là ?» C'est vraiment, alors là, mais sur tous les plans. Pas possible. Oh, c'est vraiment, désolée. Je sais pas. mais vraiment, ça a été un rejet. Non. Donc, faut imaginer que du coup, ma grande surprise, quand je me réveille quelques jours plus tard, en pleine nuit, avec lui dans la tête, je comprends pas très bien en fait. Je lui envoie un message pour lui demander si tout va bien de son côté. Il me dit oui, moi tout va bien, je vais super bien. C'est la première fois de ma vie où je me sens heureux. Ok. Et il est à une grande distance de vous, de chez vous? Il habite à Brive. Ok. Voilà. Et où est-ce que ça va vous mener, ça? Je sais que là, on fait le travail et qu'on ressent le manque de la présence de l'autre, même s'il est toujours là, d'une certaine manière. Où est-ce que ça va me mener? Je pense qu'on ne se voit pas l'un sans l'autre à ce jour. Maintenant, c'est un parcours qui est complexe, donc j'ai pas assez de recul pour répondre. Mais vous pouvez envisager quelque chose avec votre flamme jumelle? Oui, c'est comme si on se connaissait profondément depuis toujours. Comment ça s'est passé quand j'ai eu ce flash dans la nuit? Quelques heures plus tard, je reçois une personne en séance à 9h30 le matin. C'est une personne qui vient de se séparer, c'était une femme. Donc, je commence le soin, je commence à visualiser les vies passées qu'elle a eues avec cet homme. Et ça commence à défiler, comme pour venir purger un karma de couple. Et là, en parallèle, je me mets à voir toutes les vies qu'on a eues, lui et moi. En fait, les deux soins se font en même temps. Et ça défile. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose. Voilà. Et puis après, toute la suite. Et ça fera l'objet du tome 2. On peut. Alors, j'avais pas prévu non plus, mais bon, je ne contrôle plus rien de toute façon. Voilà, tout le monde l'a bien compris. On peut vous consulter à distance. Vous faites les soins à distance, oui. Évidemment. Oui, sur photo. Photo, évidemment. On va mettre autour de cette vidéo les liens pour rentrer en contact avec vous. Vous souhaitez plein de bonnes choses, parce qu'entre les 19 premières années, la suite, et puis ce nouvel épisode maintenant qui rentre dans votre vie, ça secoue pas mal, il y a du mouvement. Il y a du mouvement et on est face au rejet et à l'incompréhension de son entourage. C'est sûr, Encore une fois plongé dans cette solitude, sauf que à la différence aujourd'hui, c'est que la vibration dans le cœur n'est plus la même. Et qu'on se dit que tout ce qui se passe, ça a un sens. Cet éveil qui a eu lieu, cet endroit qui m'a fait du bien, tout ça, ça a un sens. Donc on se dit que maintenant, il n'y a plus qu'à continuer le chemin. Merci en tout cas pour cette franchise. Merci beaucoup. Le fait de s'être livré comme ça. On met donc les liens. Vous commentez, et je sais que notamment sur l'histoire des flammes jumelles, ça va être très commenté, ça j'en suis convaincu. C'était pas prévu qu'on parle de ça. C'était pas prévu, mais bon, vous voyez, comme quoi... Voilà. Ça se place. Ça se place comme ça vient s'immiscer dans la discussion, et c'est que ça devait. Apparemment. Considérons cela comme ça. Merci Laura en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci on se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre, et puis encore une fois, merci de votre fidélité. À très bientôt.